Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, retour sur un événement qui vient de se dérouler, la Journée internationale des droits de l'enfant. Sont-ils respectés à l'école? On en parle avec l'invité du Grand Oral, Valérie Piot. L'anti-sèche des Maguessel ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actu aujourd'hui, vous le savez, c'est Thanksgiving. On va réviser ensemble notre histoire des États-Unis. L'heure de la récré, toujours avec Emma l'exploratrice. Aujourd'hui, elle va nous entraîner sous la banquise. Et puis enfin, comme chaque semaine, plateau repas, votre rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre diététicienne nutritionniste. Zoom sur le restaurant préféré des enfants, le fast-food. Est-il nuisible à la santé? Réponse en fin d'émission. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Une spéciale droit de l'enfant aujourd'hui donc dans la quotidienne avec maître Valérie Piot. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Vous nous avez accompagné pendant 6 mois au lancement de la chaîne et dans cette émission avec une chronique régulière. Là, on s'est dit qu'on allait plutôt faire des zooms une fois par trimestre ou de manière récurrente sur les questions des droits des élèves. Vous êtes, je le rappelle, l'autrice du guide Piot, les droits des élèves et des parents d'élèves. C'est aux éditions de l'Étudiant. Et aujourd'hui, on va parler de 3 dossiers qui vous valent pas mal de sollicitations en ce moment. Il y a la scolarisation des enfants handicapés, il y a les conseils de discipline et le harcèlement scolaire. On va d'ailleurs commencer, si vous le voulez bien, avec le harcèlement scolaire. En principe, sujet que l'Éducation nationale a pris à bras-le-corps avec un guide paru il y a 10 ans. Oui, alors c'est vrai que le sujet du harcèlement, on en parle beaucoup. Maintenant, il y a encore beaucoup de progrès à faire par rapport aux droits de l'enfant. En fait, un enfant, quand il vient à l'école, doit être en sécurité. Et le fait de ne pas être harcelé à l'école, ça fait partie déjà le premier droit de l'enfant, c'est d'aller à l'école dans des bonnes conditions. Voilà. Et on rappelle que les conséquences du harcèlement sont extrêmement graves. Exactement, parce que le harcèlement, c'est des conséquences et sur la santé en termes de dépression, il peut y avoir ça peut aller jusqu'à tentatives de suicide, et phobie scolaire, déscolarisation. Donc les incidences sont très 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 lourdes pour les enfants et leurs familles. Et là, il n'y a absolument aucune ambiguïté, nous dit l'avocate, dans le droit. C'est vraiment le travail de l'institution et c'est une grave violation du droit de l'enfant au respect à l'école quand il est victime de harcèlement, qu'il le dénonce et que l'institution ne fait rien. Voilà, donc le principe c'est que quand les enfants déjà arrivent à parler, parce que c'est dur pour un enfant qui est victime de harcèlement déjà de se confier à sa famille, de se confier à l'institution, et quand malheureusement trop de familles viennent me voir, ils ont alerté l'Éducation nationale qui n'a pas agi, et dans ces cas-là les gens ne savent pas forcément quoi faire. Donc déjà si vous allez voir le chef d'établissement pour dire voilà mon enfant est harcelé, je conseille aux parents de doubler d'un écrit en disant voilà je vous demande d'agir, il faut qu'il y ait une réponse, on va dire, dans la semaine. De toute façon, si on vous a un tout petit peu regardé l'année dernière, exactement. Je conseille de doubler par un écrit, c'est le truc de base. C'est vous écrivez absolument, vous laissez des traces, parce que en cas de pépin, si les choses ne s'arrangent pas, c'est ce qui permet le jour venu de prouver que vous avez engagé une démarche. Quand on dit que l'État peut être responsable sur les cas de harcèlement, ça va jusqu'à la condamnation. Exactement, l'État a déjà été condamné. Alors malheureusement, le but de tout ça, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Le but, c'est d'arrêter le harcèlement. Mais il y a une condamnation, par exemple, de l'État parce qu'un enfant a fini par se suicider alors que la famille avait alerté sur le harcèlement scolaire. Et le juge dit voilà, ça a duré pendant des mois et des mois, l'institution n'a pas agi. Donc dans ces cas-là, il y a une condamnation. Mais le but, c'est justement d'obtenir une réponse rapide. En fait, l'Éducation nationale, quand on dénonce un fait de harcèlement, doit agir comme un employeur quand un salarié dit « je suis harcelé ». Et la réponse de l'Éducation nationale... Le devoir de protection. Voilà, c'est le devoir de protection, mais qui doit être quasiment instantané. C'est-à-dire que la réponse disciplinaire, c'est-à-dire faire un conseil de discipline, agir pour que l'élève harcelé soit protégé, ça doit être dans la semaine. C'est différent. L'action disciplinaire, c'est une action immédiate pour que l'enfant puisse aller à l'école sans avoir la boule au ventre. Après, il y a la plainte au pénal. Alors, le temps du pénal n'est pas le temps au sein de l'école, mais l'idée c'est donc que... il faut avoir résolu le problème. Voilà, exactement. Après le pénal, il va y avoir le temps de l'enquête, le temps de la convocation devant le juge, ça peut être 1 an, ça peut être assez long. Mais et donc le conseil super concret, quand je viens vous voir, mon enfant est harcelé, c'est je préviens le chef d'établissement, je double par un courrier, et si dans les 2-3 jours finalement, il n'y a pas eu de réaction et d'action surtout, qu'est-ce qu'on fait là? C'est action-réaction, dans ce cas-là, il faut s'affoler. Voilà, tout de suite, moi je conseille de saisir le supérieur hiérarchique du chef d'établissement
qui est le DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, en disant voilà, j'ai alerté sur une situation de harcèlement. Si ça n'évolue pas, on peut aussi saisir le défenseur des droits. Le défenseur des droits, on en reparlera. C'est un peu plus long. Voilà, mais l'idée c'est de mettre la pression, le plus rapide étant de saisir la hiérarchie. L'éducation nationale, c'est un fonctionnement pyramidal. Donc en fait, si on n'a pas de réaction à ce niveau-là, on grimpe. Voilà, on tape au-dessus. Voilà. En revanche, sur les cas de harcèlement, il y a vraiment une nécessité de protection de l'enfant, on grimpe vite. Exactement. C'est un trek Surtout extrêmement rapide. La loi, on a des avancées en fait depuis la loi de mars 2022. Donc on a une avancée qui dit au niveau de l'école, dans le code de l'éducation, il est dit que finalement chaque enfant ou chaque élève, même dans le supérieur, que ce soit du privé ou du public, doit pouvoir aller à l'école sans être harcelé. Et c'est pour ça que ce soit dans une école, un lycée, un collège, une fac, si on dénonce des faits de harcèlement, l'institution doit tout de suite réagir, mais tout de suite, c'est, on va dire, 8 jours maximum. Et je vois trop de gens qui viennent me voir à mon cabinet où, en fait, les familles ont pris rendez-vous, ont alerté, mais ça reste la semaine verbal. prochaine, on va s'en occuper, et il ne se passe rien, et pendant ce temps, l'enfant est en situation de souffrance, et ça continue. Voilà, exactement. Spécial droit des élèves aujourd'hui et droit des enfants. Dans la quotidienne, on retrouve Valérie Piot, avocate spécialisée en droit de l'éducation, juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous adorez les fêtes, alors vous ne pouviez pas rater le fait qu'on est le 24 novembre et qu'aux États-Unis c'est Thanksgiving, une des fêtes les plus importantes de l'année. Mais oui, chez eux aujourd'hui c'est férié. C'est une fête nationale. Alors cette année, ça tombe à 24 novembre, mais la date n'est pas fixe, pas du tout, puisqu'on sait juste que c'est toujours le dernier jeudi du mois de novembre. Voilà. Donc c'est l'occasion pour les Américains de se retrouver en famille, entre amis, autour d'un bon et surtout copieux repas. La purée de pommes de terre, les patates douces, la confiture d'érelle, la tarte au potiron, mais surtout, the turkey, star de Thanksgiving, bien sûr la dinde. On estime que 46 millions de dindes sont mangées chaque année pour Thanksgiving. C'est vraiment la star du repas. Moins une qui est sauvée par le président des États-Unis, si j'en crois, The West Wing. Tout à fait, j'allais en parler même. C'est pas vrai. Si. Mince, j'ai spoilé. Oh là là, qu'est-ce qu'on se poile. Mais alors, d'où vient cette fête Alors, le premier Thanksgiving aurait été célébré en Amérique en 1621, mais pour comprendre pourquoi cette fête existe, on va se cultiver un petit peu. Voilà, il faut remonter encore un tout petit peu plus loin, en 1620, avec l'arrivée des pères pèlerins, qui sont considérés aujourd'hui comme les fondateurs de l'Amérique. Ils viennent d'Angleterre, aux États-Unis. Tout à fait. Et ils viennent pour des raisons religieuses. À l'époque, on les appelle les puritains. En fait, ils sont protestants, ils subissent les persécutions de l'Église anglicane, qui n'est pas d'accord avec leurs idées. Alors, ces puritains décident de fuir pour vivre leur religion en paix. Et ils partiront à la recherche d'une terre vierge. Ils décident donc de franchir l'Atlantique pour se rendre dans le Nouveau Monde, donc les États-Unis actuels. Ils embarqueront à bord du Mayflower et arriveront à, alors là je ne sais pas si on prononce Plymouth, bref, la ville de Plymouth, sur un site facile à défendre contre les populations locales, les Amérindiens. Et oui, voilà, parce qu'il va falloir apprendre à cohabiter avec ces populations. Et oui, les puritains vont très vite signer un traité de paix avec les populations natives des environs. Alors il y a les tribus Narragansett et surtout les Wampanoag. L'enjeu le plus important, c'est bien sûr de réussir à survivre et donc de se nourrir. Pour ça, ils pourront compter sur l'aide de la tribu Wampanoag et surtout sur Tisquantum. En fait, c'est un Amérindien qui a vécu une grande partie de sa vie en tant qu'esclave en Angleterre, donc il parle anglais parfaitement, et petit à petit, ils vont réussir à dialoguer, à cohabiter. Cette tribu Wampanoag va les sauver, puisqu'elle va apprendre aux puritains à planter du blé, à pêcher, à chasser, à cultiver le maïs, bref, à se procurer de la nourriture, et ça fonctionne. Les premières récoltes arrivent à l'automne, donc un peu moins d'un an après leur arrivée. Les puritains décrètent donc 3 jours d'action de grâce, Thanksgiving. Je dis merci. Exactement. Et ils invitent les Wampanoag qui les ont sauvés de la famine à partager un festin composé de dindes sauvages. Et voilà comment serait née la tradition de Thanksgiving. Qui ne prend pas tout de suite une dimension considérable. Et c'est Abraham Lincoln qui donne à cette fête une nouvelle signification. On est bien plus tard. Bien plus tard, 250 ans plus tard, presque, Lincoln officialise Thanksgiving comme une fête nationale. Et d'ailleurs, les présidents, vous l'avez dit, américains, gracient une dinde chaque année à la Maison-Blanche. Donc voilà, juste véritable institution aux États-Unis, fête aussi importante que Noël. Qui suscite désormais quelques polémiques. Mais oui, parce que pour les Américains,
Américains descendants des Amérindiens, Thanksgiving, c'est aussi le symbole de la domination des colons au détriment de la population locale amérindienne, excusez-moi. Ouais. Il y a un cours de première d'anglais dédié à cette partie-là de l'histoire, cours sur le territoire et la mémoire. Et aujourd'hui, il y a encore des descendants amérindiens qui ne fêtent pas Thanksgiving, typiquement à Plymouth, là où sont arrivés les pères pèlerins, parce que pour eux, il s'agit de fêter l'arrivée, cette arrivée des pères pèlerins, c'est synonyme d'extinction de ces populations locales. Donc pour eux, c'est du deuil. Voilà, c'est une journée de deuil nationale plutôt qu'une fête nationale. Emma, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Et on retrouve tout de suite Valérie Piot, Grand Oral. Deuxième volet de notre spécial droit des enfants avec Maître Valérie Piot. On parle du conseil de discipline, autre sujet sur lequel vous êtes saisi régulièrement en ce moment. Oui, tout à fait. C'est la saison. C'est la saison des conseils de discipline. On rappelle le principe, c'est une procédure très très codifiée. Très codifiée parce que le droit, c'est une protection contre l'arbitraire. Et justement, parce qu'on a ratifié la Convention des droits de l'enfant, en fait, on considère en France, comme dans tous les pays qui ont ratifié, que l'enfant est un sujet de droit. Et donc, si on a une procédure disciplinaire d'engager, on doit respecter un certain nombre de principes généraux du droit pour un enfant comme pour un adulte. Il doit normalement, s'il est condamné, avoir une sanction éducative. C'est quoi une sanction éducative ? Alors c'est tout le problème parce que souvent quand on convoque un conseil de discipline, c'est que souvent on veut expulser l'enfant, exclure définitivement l'enfant. Et donc c'est important de savoir que normalement la sanction... C'est pas super éducatif. Voilà, elle est censée être éducative. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle les mesures de responsabilisation. C'est l'équivalent du travail d'intérêt général qui n'est jamais prononcé. Enfin, moi, en 20 ans, je n'ai jamais eu aucun conseil de discipline qui prononce une mesure de responsabilisation face à un élève qui a commis un manquement, d'aller le faire travailler dans une association. Ou jamais. Jamais. Enfin, moi, en tout cas, dans aucun des conseils de discipline auxquels j'ai assisté, souvent, la peine qui est demandée, la sanction qui est demandée, c'est l'exclusion définitive. Votre lapsus, c'est intéressant parce que vous dites la peine comme si on était au tribunal. Oui. Certains qualifient d'ailleurs les conseils de discipline de tribunaux d'exception parce que les règles qui prévalent dans un vrai tribunal ne sont pas du tout respectées. C'est pas un espace de droit. C'est tout le problème, c'est-à-dire que le chef d'établissement, il fait office de police puisque c'est lui qui enquête. Ouais. Procureur, c'est lui qui va demander l'exclusion définitive en général. Et après juge, sachant que le chef d'établissement a la voix prépondérante et souvent quand même une manière va faire pas pression moralement, on va dire, sur les membres pour aller dans un certain sens de décision. Donc c'est quelque chose qu'on n'a nulle part ailleurs. On n'accepterait pas, par exemple, pour un salarié, que ce soit l'employeur qui décide si les manquements ont été commis ou pas et qui au conseil, comme si le conseil des prud'hommes, c'était l'employeur aussi qui présidait en disant, j'ai enquêté, je trouve que vous êtes coupable, j'ai requis finalement votre licenciement et j'ai décidé, je juge, vous êtes bien coupable et je vous licencie. Surtout que, sauf erreur, mais vous me corrigez, au prud'homme, on constate quand même très souvent, puisqu'il y a à la fois les représentants des employeurs et des salariés, que le vote est frontal entre les deux. Et d'ailleurs, c'est un peu un serpent de mer. En fait, on voudrait délocaliser le conseil de discipline, comme ça on aurait une approche plus neutre. Exactement, et objective. Message très important, si votre enfant est convoqué en conseil de discipline, c'est une procédure, il y a des délais. Il faut connaître ses droits. Déjà, je pense que le plus important, c'est de savoir ce qu'on reproche à votre enfant. Donc, je dis à tout le monde, allez voir le dossier. Dans la convocation, on doit vous permettre d'aller voir les pièces pour savoir déjà quel élément de preuve. Parce que souvent, on arrive au conseil de discipline et on dit, les parents découvrent, on dit, il y a un rapport du chef d'établissement qu'on lit au début en disant, votre enfant a commis les faits, il est coupable. Qu'en pensez-vous ? Donc, en fait, l'idée, c'est si on reproche quelque chose à votre enfant, vous allez voir le dossier, il faut voir s'il y a des témoignages. C'est facile, ça ? C'est très facile, c'est la loi, donc c'est simple. C'est la loi, c'est facile. Oui. Pardonnez-moi, maître, mais votre profession se porte très mal si c'était aussi simple que ça. Oui, c'est vrai. Non, c'est qu'en fait, si on je vais dans les établissements, on l'accepte facilement. Oui, et moi je conseille pareil l'écrit, de faire un petit mail en disant je voudrais venir voir les pièces du dossier, de faire un mail comme ça. Si on vous a refusé l'accès, vous faites appel et vous dites c'est une violation des droits de la défense qui permet d'annuler la décision. Et là, vous gagnez à peu près à tous les coups. À tous les coups. Conseil de discipline qui doit respecter le droit de l'élève à se faire respecter. Vous l'avez dit, vous citez des conseils de discipline auxquels vous avez assisté. C'est arriver avec son avocat ou son avocate, c'est...
Ah bah, c'est ça très met de bien, l'ambiance. ça peut Ouais. éviter d'être exclu. C'est ça. Non, c'est important parce que déjà la famille peut se faire assister par qui elle veut. Donc ça peut être un avocat, mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une personne de l'association des parents d'élèves. Moi, je conseille à la famille de venir assister par quelqu'un parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui est plus objectif. Il n'y a pas l'aspect émotionnel et passionnel et ça permet d'avoir une défense qui est beaucoup plus construite. Exactement. Bon. Et pourquoi il y a des saisons pour les conseils de discipline? Bah alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'exclusions avant ou après chaque vacances scolaires. Voilà. Et alors, il y en a beaucoup souvent avant les vacances de Noël. Je ne sais pas si c'est... il y a beaucoup de gens aussi qui veulent divorcer au moment des... un parallèle en droit de la famille. Il veut divorcer, c'est génial. Non, enfin, il y a beaucoup... Oui, ça fait du travail. Bon, voilà, on va se dire les choses. Non, ce que je veux dire, c'est que... Profession libérale, tout de même. Les périodes de fin d'année, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà... on fait le bilan, quoi. Oui, voilà, on fait le bilan, mais en droit social, c'est pareil. Enfin, oui, j'ai remarqué, il y a l'aspect psychologique de fin d'année. Finalement, voilà, on prend des décisions de fin d'année. Ouais. On clôture les comptes. Oui, voilà, mais en droit de la famille, dans les entreprises, etc. Voilà. L'école est censée répondre aux besoins des jeunes citoyens, mais qui mieux que l'enfant sait ce dont il a besoin. Il est intelligent, il connaît les difficultés et les obstacles qu'il rencontre dans sa vie. Il faut mettre fin aux interdictions despotiques, aux règles strictes, insensées et inapplicables, à la surveillance soupçonneuse, à la bêtise malveillante, rétrograde et injurieuse des adultes. Faisons place à une compréhension mutuelle pleine de tact, à une foi en l'expérience de chacun, à une cohésion dans la vie comme dans le travail. Fin de citation. C'est vous qui me l'avez envoyée. Elle est signée de Korczak. Oui. Et elle préfigure dès 1928 ce qui va devenir les droits de l'enfant. Tout à fait. C'est le père spirituel de la Convention des droits de l'enfant. Bon, on en est encore un petit peu loin du compte, mais on vous retrouve. Il faut continuer à en parler après la récré. On prend une petite pause récré. D'accord. Nous allons aller sous la banquise. Mais oui. Vous aimez la haute montagne? Je sais pas, j'aime bien. C'est vrai. Vous savez que je vous demandais de chanter. La chanson. La montagne, c'est. La montagne, c'est pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. Petite journée. Non, je connais pas la suite en fait. Ah, ben voilà. Mais vous allez, vous la chantez. Pas la du suite. tout. Alors vous aimez nous emmener à la montagne, vous aimez nous emmener dans l'espace. Ça, vous l'avez déjà fait dans la récré. On a joué au foot au sommet des montagnes grâce à vous. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et là, vous allez en revanche nous emmener sous la banquise Vous avec allez voir. Mal Exploratrice. Vous allez voir qu'il y a quand même un petit rapport avec l'espace. Alors pourquoi je vous emmène sous la banquise, en Arctique, là où le mot glacé est un euphémisme? Eh bien parce qu'un Français a décidé d'y créer une sorte de station spatiale. Vous avez vu, ça a quand même un petit rapport avec l'espace. Il s'appelle comment? Alors il s'appelle Alban Michon, il a 45 ans, c'est un explorateur polaire, spécialiste donc des zones très froides. Et ce qu'il veut, c'est pouvoir partir en mission 6 mois sous la banquise pour pouvoir explorer la vie sous-marine. D'accord, donc c'est à la station spatiale. Voilà, exactement. En fait, il est fasciné par la glace. Il veut pouvoir avoir le temps d'observer et d'étudier ce qui s'y passe. La région de l'Arctique, en plus, elle est très intéressante puisque elle subit les changements du climat 4 fois plus vite que le reste de la planète. Donc, observer ce qui s'y passe pour les plantes, les animaux, c'est très instructif. Donc, Alban Michon propose d'y passer 6 mois. À bord d'un vaisseau. Donc, ce vaisseau, il mesure 24 mètres de long pour 2,30 mètres de large. Il sera posé 10 mètres sous la surface de la banquise et il pourra accueillir jusqu'à 4 scientifiques. Alors, il y aura des ingénieurs, des chercheurs, des climatologues et ce sont des conditions de vie tellement extrêmes que même des astronautes pourront venir s'entraîner. Par exemple, il a invité Thomas Pesquet. D'accord. Alors, on ne sait pas encore s'il a accepté et s'il va y aller, mais voilà, c'est des conditions qui sont bien... Alban, si Thomas ne peut pas y aller... Voilà. Moi aussi, je veux bien, je me porte candidate. D'accord. Emma. On ira ensemble. Ça tombe bien, j'avais pas vraiment envie. Ceci, j'y allais comme ça parce que tout ça sera très bien encadré, j'imagine. Tout à fait. Il y aura toujours une équipe présente sur la banquise au cas où il y a un problème, prête à intervenir. Alban Michon espère un départ pour fin 2025, donc dans 3 ans. Reste à récolter assez d'argent pour que cette expédition soit possible. Il faudrait réunir 14 millions d'euros pour financer ce projet. Une paille? Une paille? Oui. Non, j'ai pas compris là. Une paille, pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'argent. Ah, une paille, ah oui, Une non, paille. rien du tout. C'est rien du tout. 14 millions d'euros. Vous participez? Merci beaucoup. Ouais. Je sais pas, je vais voir, pourquoi pas. C'est un super projet. Ah bah moi j'adorerais. Extraordinaire. Ouais. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Grand oral, Valérie Piot. C'est un sujet dont on parle régulièrement dans la quotidienne de School TV, celui de la scolarisation des enfants en situation de handicap. On lui consacre une partie du 3e volet de notre spécial droit de l'enfant avec Maître Valérie Piot. On va aussi, si vous le voulez bien, revenir sur le cadre général qui est celui du respect des droits de l'enfant, puisque le 20 novembre, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. Et c'est aussi à cette occasion-là qu'on s'est dit que ce serait une belle idée que de vous accueillir.
gros problème pour beaucoup de familles de faire respecter tous les dispositifs qui sont prévus pour l'accueil des enfants en situation de handicap. Oui, c'est... La France a instauré le droit pour les enfants en situation de handicap de pouvoir... C'est même une obligation... Ça, c'est 2005, c'est ça ? Exactement, 2005, c'est même une obligation de résultat. Après, ce que veulent les familles, c'est que de façon effective, leur enfant puisse être scolarisé avec les aménagements qui ont été préconisés par les professionnels de santé. Et ça, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, ça pose vraiment problème. Et notamment le défenseur des droits, régulièrement dans des rapports, le défenseur des droits, en fait, assure, on va dire de façon un peu pratique, le respect des droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, beaucoup de familles d'enfants en situation de handicap saisissent régulièrement le défenseur des droits parce qu'on a encore des difficultés importantes dans le système scolaire pour faire respecter ces droits-là. Ce qui est frappant quand on écoute autant les familles que les enseignants ou les enseignantes, on a accueilli l'une d'entre elles qui a fait un livre sur le sujet d'ailleurs, c'est la lenteur des choses, la lenteur des procédures, la lenteur des visites. Or, quand il s'agit de son enfant et qu'il est en plus dans une situation d'extrême fragilité, il faut que ça aille vite. Donc comment on fait ? Alors comment on fait ? J'allais vous dire toujours le recours à l'écrit. C'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là, parce qu'on est après les vacances de Toussaint. Et là, j'ai beaucoup de familles qui me disent qu'il y a un aménagement scolaire qui a été un PAI, un PPRS, et qui a été décidé en début d'année, là, au mois de septembre. Et à 3 mois de la rentrée, c'est toujours pas appliqué. Donc par exemple, dans les mesures préconisées, souvent, c'est un tiers-temps, c'est que l'enfant, s'il est dyslexique, un tiers-temps, c'est qu'on lui donne un petit peu plus de temps pour travailler. Plus de temps pour travailler, qu'il y a un accès aux cours pour les enfants qui sont TDAH ou qui sont HPI. Donc HPI au potentiel intellectuel, voilà, TDAH, c'est des troubles... Troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc, quand la famille n'arrive pas à avoir la mise en place pratique, l'enfant se retrouve dans une situation soit de phobie scolaire, soit d'échec scolaire, soit parfois d'un état d'anxiété. Et là, c'est vraiment la double peine qui est quelque chose d'interdit normalement, où non seulement ils ont à faire tous les efforts qu'on fait quand on a un handicap, et en plus... il faut savoir que l'aménagement scolaire, c'est un peu comme si votre enfant avait les lacets attachés et que l'aménagement scolaire, ça lui permet de marcher comme les autres et d'être dans une situation d'égalité. Et là, le fait d'écrire, le fait de mettre la pression, comme vous le dites, ça peut suffire. C'est fondamental et souvent ça suffit parce que j'ai eu beaucoup de cas là cette semaine, la semaine dernière, de familles en fait qui ont pris le rendez-vous en début d'année, le PAI a été signé, il n'est pas appliqué. Et moi, ce que je préconise dans ces cas-là, c'est d'écrire et au chef d'établissement et surtout à son supérieur hiérarchique, toujours le même, le DAZEN, directeur académique des services de l'éducation nationale. Si l'enfant, il y a une reconnaissance MDPH, écrire aussi la maison des personnes handicapées. Oui, au référent handicap En gros, c'est faire savoir en laissant plein de traces partout. Voilà, pour que les personnes responsables, car elles sont responsables, se rendent compte que. Voilà. Et à partir du moment où il y a un écrit, l'État engage sa responsabilité. Et c'est pareil comme par exemple le PAI, le plan d'aménagement individualisé est signé par le médecin scolaire. Aussi réécrire par mail au médecin scolaire en disant voilà, moi j'ai ces difficultés, ça ne s'applique pas. Et souvent aussi prendre rendez-vous avec l'infirmière scolaire qui a un relais, parce que les médecins scolaires souvent sont sur beaucoup d'établissements, mais en général il y en a très peu. Mais l'infirmière scolaire, il y a quand même des permanences. Et aussi aller voir l'infirmière scolaire pour que l'infirmière scolaire de son côté active aussi ses réseaux. Voilà. Il y a des DAZEN, ils vont être super contents là dans les jours qui viennent, ils vont recevoir plein de courriers, ils ne sauront pas d'où ça vient. C'est School TV, c'est la quotidienne, c'est Maître Pio. On va parler d'un dernier sujet avant de se quitter, si vous le voulez bien, et surtout, avant de se quitter, on va quand même avoir notre chronique plateau repas, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot de cette journée du 20 novembre, des droits de l'enfant. On a le sentiment, la France a ratifié la Convention des droits de l'enfant, malgré tout, on a quand même l'impression qu'à l'école, c'est encore un sanctuaire. Exactement. On a l'impression que l'école reste pour beaucoup un sanctuaire en dehors du droit, alors que le droit est une protection contre l'arbitraire. Et ça fait quand même plus de 30 ans qu'on a ratifié cette Convention des droits de l'enfant qui est du 20 novembre 1989. Et on voit que, par exemple, le Code de l'éducation date de 2000. Autant le Code civil date de 1804. Et on voit que faire rentrer le droit dans l'école, que l'éducation, il y ait déjà des règles, c'est super difficile. C'est super difficile. Et il y a plein de principes qui sont des principes généraux du droit en France qui sont peu, pas ou mal appliqués à l'école. Donc on a vu le principe du contradictoire
typiquement, qui est pour le moins bafoué dans un certain nombre de situations, mais il y en a plein d'autres. Il y a la proportionnalité de la peine, donc ça vous l'avez dit, d'une certaine manière. Oui, par exemple, dans un conseil de discipline, même le contradictoire, c'est juste recueillir la version de l'élève et ça ne veut pas dire lui donner raison, mais rien que le fait de recueillir la version de l'élève quand on lui reproche quelque chose, c'est par exemple quelque chose qui est très mal vécu, enfin, qui est nié ou qui n'est pas appliqué. Le fait que la sanction, elle doit être individualisée, l'interdiction des punitions collectives, le fait surtout qu'on ne peut pas, il faut respecter la dignité de l'enfant et respecter l'enfant dans toutes les sanctions. C'est le socle. C'est le socle, pas de violence verbale, pas de violence. Par exemple, les États-Unis avaient été condamnés pour des violences physiques, le fait de donner des corrections physiques aux élèves. Et il y a encore trop de cas, éventuellement, de violences verbales, tout ce qui est violence verbale, physique, le fait de mal parler à l'enfant, tout ça, c'est des atteintes à la dignité de l'enfant et aux droits de l'enfant au respect. Voilà, c'est pas un mode d'éducation, c'est pas chacun fait comme il veut dans son coin, ce sont des infractions. Oui. Voire des délits, j'imagine, qui a un degré de gravité croissant. Tout à fait. Vous restez avec nous pour le plateau repas ? Avec plaisir. Allez, Emma, il va falloir en revanche céder la place à Sandra Ferreira. C'est possible ? Oui, c'est tout à fait. Vous pouvez aller nous attendre parce qu'on va faire un testing après. Elle nous emmène dans le resto préféré des enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est mon resto préféré. Vous descendez, il est à gauche là-bas. J'adore. Ok. Au revoir. Plateau repas. Si vous êtes attentif aux chroniques de Sandra Ferreira, notre nutritionniste et diététicienne qui nous propose une fois par semaine un plateau repas, vous savez que gras, sucre, sel, c'est pas bon. Et là, vous animez cette émission et vous découvrez qu'elle va parler des fast-food. Vous vous dites, que se passe-t-il ? Sandra, bonjour. Bonjour. À quoi ça sert que Sandra, elle se décarcasse et ensuite pour dire on peut aller au fast-food ? Ils y vont vraiment souvent les enfants au fast-food ? Bah oui, Il vaut mieux leur en parler alors. Et en plus, je vais y arriver, ça s'intensifie. Ça y est, j'y arrive. Mazette. Et oui, ça s'intensifie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 87% des 8-19 ans sont allés au moins une fois au fast-food dans les 12 derniers mois, alors qu'en 2006, c'était 83%. Donc, une fois par an, ça va encore. Un petit peu. Sauf que 39% des jeunes y vont régulièrement, c'est-à-dire 2 à 3 fois par mois. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Emmanuel, ce n'est pas très bon de manger gras, sucré, salé. Ce n'est pas idéal et ça, voilà. Je ne change pas d'avis là-dessus. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne quotidien pour nos enfants. Il ne faut pas leur interdire tout de même d'avoir une vie sociale, d'aller au fast-food. On ne va pas aller jusque-là. Ça risque de créer des frustrations injustifiées. Il faut simplement que ça ne devienne pas un repas régulier. Donc on a quand même le droit d'y aller de temps en temps. Est-ce qu'il y a des choix plus adaptés que d'autres au fast-food ? Alors oui, de temps en temps, il y a des choix plus adaptés. Moi, ce que je dirais, c'est de proposer à vos enfants plutôt un menu enfant, même quand ils sont adolescents, effectivement. On peut aussi éviter de proposer des sodas qui sont quand même sans grand intérêt, sauf pour le plaisir et le goût. Et surtout, attention, je précise bien que si votre enfant va au fast-food vraiment de manière très occasionnelle, on laisse faire, point final, il mange ce qu'il veut. On ne va pas non plus être dans l'interdiction. Par an, on ne va pas embêter tout le monde. Bien sûr, on ne va pas embêter. Mais en tant que parent, on peut l'aiguiller. Plutôt une bouteille d'eau qu'un soda. Plutôt peut-être les petits fruits, parce qu'ils font des petits morceaux de fruits dans les fast-foods en dessert, plutôt qu'une glace. Ils ont quand même essayé d'évoluer. Et on ne punit pas, surtout pas. Et puis, il y a des choix plus adaptés que d'autres. Parfois, on ne sait pas trop quoi choisir. Alors, petit jeu. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, d'après vous tous les deux, qu'est-ce qui est le moins, si on parle calories, le moins calorique entre un cheeseburger, une salade chicken César ou un wrap? Je vais vous demander à vous parce que je suis sûre qu'il a la réponse. Moi, je dirais le wrap. Le wrap serait moins calorique pour vous. Eh bien, raté, c'est le cheeseburger qui est le moins calorique. Alors, pourquoi un cheeseburger? C'est tout simplement un pain hamburger. Ça a l'air pas calorique du tout, on voit la photo. Ça n'a pas l'air, mais effectivement, c'est quoi? C'est un steak haché de bœuf, une tranche de cheddar fondu, une rondelle de cornichons, des oignons, du ketchup et de la moutarde douce. Ça, normalement, c'est comme ça. Pour parler un peu chiffres, 302 kilocalories pour un cheeseburger, ce qui fait 12 grammes de matière grasse. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile environ. Bref, ce qui augmente la note, c'est le cheddar. Mais oui, parce que sinon, dans le cheeseburger, le problème, c'est le cheese. C'est cheese. Sinon, on prend 3 burgers pour la 2. On prend le hamburger, lui, il n'y a plus la tranche et on est beaucoup moins. C'est ce que j'ai toujours dit. Effectivement. Ensuite... Ben voilà, le hamburger, il fait combien d'ailleurs? Alors, le hamburger, lui, il compte que 253 kilocalories, 8 petits grammes de matière grasse, voilà. Bon, ensuite, on a parlé wrap
et cheeseburger. La salade, parce que moi j'allais vous répondre, c'est la salade, la chicken César, qui est la moins calorique. On pense souvent. Alors ça va jouer vraiment. Il y a des trucs verts. Il y a des trucs verts, mais il n'y a pas que des trucs verts, effectivement. Alors entre les deux, ça va jouer un peu. Par exemple, le wrap poulet crudité, c'est une galette de blé qui est garnie avec du poulet pané, et ça a son importance, accompagné de trucs verts, batavia, rondelles de tomates, oignons frits, avec une sauce citronnée. Là, on est sur du 544 kilocalories avec 26 grammes de matière grasse, en d'autres termes, quasiment 2 cuillères à soupe d'huile dans le c'est quasiment wrap. 2 fois plus gras que le cheeseburger. À cause de quoi? Alors, de la panure, ouais, effectivement, à cause des oignons qui sont frits, et puis la petite sauce qui s'ajoute. Et effectivement, la salade, elle... C'est un piège, la salade César. C'est un piège, oui. Elle compte combien? Elle va compter quasiment comme le wrap, 536 kilocalories, mais 33 grammes de matière grasse, c'est vraiment le double. Enfin, c'est beaucoup plus que les deux autres, quoi qu'il arrive. On est sur des grosses quantités de gras. Pourquoi? Parce que oui, on a des trucs verts, comme vous disiez, salade romaine, batavia, on a du poulet, mais il est pané, on a des tomates cerises, on a des copeaux de fromage en certaines quantités, des croûtons, et le tout accompagné d'une sauce César de 30 grammes, ce qui est quand même beaucoup. Alors oui, vous avez à l'esprit tous que la salade, c'est peu calorique, mais voilà, il y a tout ça qui va augmenter. Ce que vous venez de dire, c'est hyper calorique. Et oui, il y a des fibres, heureusement, il y a des vitamines, ça c'est génial, mais en plus, ce qui me gêne terriblement dans cette salade, c'est que ça ne va pas caler votre enfant. Donc ne vous dites pas, je vais emmener mon enfant au fast-food et il va prendre une salade, il ne va pas être calé parce qu'il n'y a pas de féculents, et l'enfant a besoin de féculents. Ça aurait été bien une petite salade aussi, non, quand même. Le quoi? Le grand, moi. Le grand, l'adulte. Ouais. Le papa, oui, aussi. Ça voilà. aurait été bien, même pour les adultes, qui aient des petites pommes de terre dedans, des petites pâtes. Cheeseburger frites avec une bouteille d'eau, pourquoi pas? Franchement, la prochaine fois que vous y allez avec vos enfants, pourquoi pas, si ça reste occasionnel. Sandra, si j'ai pas tous ces chiffres en tête, j'ai quand même une façon de refaire le calcul. Il y a une petite astuce au dos des 7. Toutes les astuces. Au dos des 7 de table dans vos fast-foods, vous retournez, vous n'avez jamais eu la curiosité de faire ça, vous retournez, et derrière, il y a toutes les valeurs nutritionnelles. On va avoir juste cette petite curiosité. Génial, voilà. Sandra Ferreira, notre diététicienne nutritionniste plateau repas. Merci beaucoup aussi Valérie Piot. On en refera des points sur les droits des élèves et les droits des enfants dans la quotidienne qui se termine pour aujourd'hui. Merci aussi évidemment à toute l'équipe pour le maquillage, à Emma Razafin-Dralambeau, pour la préparation de l'émission, à Marine Plantec qui est en régie, assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati. C'est Maxence Mogin qui était responsable du son, Ulysse Touré de la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.